Bonjour à tous. Je m'appelle Quentin Denis, je suis interne d'anesthésie et réanimation. Je suis en train de faire mon premier semestre en anesthésie au Crémin Bicêtre. Je vais vous présenter une présentation intitulée Rachis mise sur les infections de sites opératoires en chirurgie rachidienne, pour lesquelles j'ai été encadré par un vétérinaire que je remercie. Donc les infections nosocomiales, c'est un problème de santé publique qui concernerait jusqu'à 5% des patients selon Santé publique France. C'est un événement qui est trop fréquent parce qu'il est associé aux soins et c'est un chiffre qui reste élevé malgré les différentes mesures qui ont été mises en place sur les dernières années, voire décennies, avec des épisodes infectieux qui peuvent être graves, qui vont atteindre fonctionnelle et celles qui mettent en jeu le pronostic vital. Et c'est un problème qui existe depuis bien longtemps, comme illustre l'expérience de Nia Semmelweis en Autriche au milieu du 19e siècle, où à l'époque déjà on avait les infections du postpartum qui emportaient jusqu'à 10% des parturientes. Lui, dans son hôpital à Vienne, il avait remarqué que les obstétriciens avaient plus de décès que les sages-femmes, ils en avaient 6 fois plus. Il a remarqué que la grande différence entre les deux, c'est que les obstétriciens ils faisaient des dissections. Évidemment, avant de repasser aux accouchements, ils ne se lavaient pas les mains, puisqu'à l'époque, ça ne se faisait pas. Il a donc fait une petite expérience, il a fait ça des mains aux obstétriciens. Il a montré une différence de mortalité en postpartum. C'est ainsi que, même si les micro-organismes n'étaient pas encore connus et ont été découverts plus tard, il a permis de créer le concept d'hygiène hospitalière. Pour rappel, une infection de site opératoire, c'est une infection qui survient dans les 30 jours après une intervention chirurgicale. Jusqu'à 1 an en cas d'implantation de matériel. D'après Santé publique France, les infections de site opératoire compliquent jusqu'à 1,64% des interventions chirurgicales, avec une fréquence et une gravité qui diffèrent selon le type d'intervention. C'est évidemment pas pareil de s'infecter après un hallux valgus qu'après une chirurgie intracrânienne. Notez tout de même que la mortalité augmente de 2 à 10 fois lorsqu'on s'infecte en post-opératoire, selon les séries. Et que la durée de séjour est allongée jusqu'à 4 jours en moyenne pour ces patients-là. Et d'après les derniers chiffres de Santé publique France, les infections du site opératoire sont passées au 2e rang des infections nosocomiales. Jusque-là, c'était au 3e, donc il y a quand même une part de plus en plus importante aux dépens des infections du site opératoire. Donc évidemment, il y a différents facteurs de risque qui ont été mis en évidence, qui diffèrent selon le type de chirurgie, mais il y a des facteurs qui sont quand même bien établis pour tout type de chirurgie, notamment la classe ASA du patient, la présence d'une infection avant le passage du bloc opératoire, les âges extrêmes, la présence d'une obésité ou d'un diabète, le respect évidemment des règles d'asepsie et l'antiprophylaxie, ainsi que la durée de séjour hospitalier avant intervention. Et quand on s'intéresse aux facteurs de risque en chirurgie du rachis, on va retrouver déjà entre 1 et 15% d'infections de site opératoire selon les séries dans ces interventions-là, et des facteurs de risque qui sont propres à ces chirurgies. Pour ça, je vais vous présenter d'abord les facteurs de risque en chirurgie tout venant du rachis, avec cette revue de la littérature de 2011 sur les infections de site opératoire en chirurgie rachidienne. Il y a 19 études qui ont été étudiées, et dans cette revue, ils mettent en évidence plusieurs facteurs pré- et péropératoires à l'infection. Alors en préopératoire, ce qu'ils vont mettre en évidence, c'est le diabète ainsi que son contrôle, l'âge avancé, la malnutrition, l'obésité et le score ASA élevé, notamment quand il dépasse 3 dans cette étude. Ils mettent également en évidence quelques facteurs péropératoires, notamment l'approche postérieure et la transfusion qui ressortent de manière significative. Il y a aussi une tendance, mais qui n'est pas statistiquement significative, sur la mise en place de matériel et la durée prolongée de l'intervention quand on dépasse les 3 ans. Pour éviter de surcharger le diapo, j'ai pas mis toutes les autres études sur ce sujet, mais qui globalement concordent assez bien sur ces données-là. Et on retrouve comme facteurs de risque qui paraissent assez établis dans ce type de chirurgie l'âge, la classe ASA, l'obésité, le diabète, l'approche postérieure, la transfusion périopératoire et puis la durée d'intervention. On va maintenant s'intéresser aux facteurs de risque en chirurgie du rachis traumatique avec cette première étude qui est une cohorte nutricentrique française publiée en 2011 chez des patients traumatisés du rachis en excluant les traumatismes multiples et les fractures ouvertes. Et leur objectif c'était de chercher l'incidence des infections de site opératoire et des facteurs de risque, des facteurs prédisposés. Eux, ce qu'ils mettent en évidence,
Donc pour le préopératoire, ça va être l'âge du patient, la classe ASA et le diabète. Pour le péropératoire, ils vont montrer que la durée de la procédure, quand on dépasse les 3 heures, majore le risque d'infection. Le délai entre l'arrivée à l'hôpital et l'opération, les saignements opératoires, le nombre de niveaux qui sont opérés, alors oui, enquête en 3, et puis la présence souvent d'une sonde urinaire de manière prolongée. Un certain nombre de limites tout de même sur cette étude, puisqu'il y a très peu d'événements. Il y en avait 6, et puis un arrêt du suivi à 3 mois, ce qui est un peu court pour évaluer une infection dans un contexte de chirurgie avec matériel implantable, et qui pourrait expliquer d'ailleurs ce faible nombre d'événements dans cette étude. Dans cette deuxième étude, qui est une étude américaine rétrospective monocentrique, donc sur un trauma center aux États-Unis, ils ont cherché à évaluer une nouvelle mesure de prévention des infections via un support nutritionnel sur 358 patients. Alors sur ce support nutritionnel, son intervention est non significative, mais ils ont quand même fait sortir quelques facteurs de risque d'infection cytopératoire, notamment dans la classe ASA toujours, la durée d'hospitalisation quand on dépasse les 3 jours avant l'intervention, pareil, et puis l'approche postérieure. Et puis il y a une tendance, mais c'est non significatif pour les interventions du rachis secondaire, qui est une base en préopératoire. Alors ce qui ne ressort pas et qui est par contre peu cohérent avec le reste des études, c'est qu'eux, ils ne mettent pas en évidence l'IMC dans les facteurs de risque d'infection cytopératoire, ce qui pour le coup est quasiment une constante dans toutes les études sur le sujet. Maintenant qu'on a vu les infections cytopératoires et les facteurs de risque, on va voir les moyens de prévention qu'on a à notre disposition. Donc on va du plus simple, il y a l'hygiène des mains, le fait de travailler en stérile, l'optimisation des facteurs de risque qui sont modifiables, équilibrer un diabète, diminuer le temps d'hospitalisation, faire perdre du poids au patient, mais aussi d'autres mesures un petit peu plus spécifiques comme la vancomycine topique, la fermeture en vac et la mupirocine intranasale, et puis on parlera de prophylaxie. Donc la vancomycine en périopératoire, le rationnel c'est que dans les infections cytopératoires du rachis, on a une majorité de staphylocoques. L'antibioprophylactie recommandée d'ailleurs la céphazoline qui est actif sur ce type de germe, mais malgré tout on a une incidence d'infection qui reste élevée. Et donc il y a l'utilisation locale d'un antibiotique en périopératoire qui a été théorisée et testée donc sous la forme de 1 à 2 grammes de vancomycine pendant le bloc, pendant l'intervention. Notamment, tout ça a été étudié dans cette méta-analyse sur 50 articles, donc 5 essais contrôlés randomisés, qui étudient l'effet de la vancomycine sur le site opératoire pendant l'intervention en chirurgie du rachis. Ça groupe plus de 30 000 patients. Il montre une diminution significative des infections de site opératoire avec un odds ratio à 0,42 et un intervalle de confiance qui exclut 1. Ils ont fait une petite analyse complémentaire sur les patients avec implantation de matériel. Il y avait une trentaine d'études qui étudiaient ça aussi. Et ils voient que lorsqu'on met du matériel dans le patient, on diminue encore plus le risque d'infection de site opératoire. À noter tout de même que quand on s'intéresse juste aux essais contrôlés randomisés qui sont inclus dans cette étude, on a un résultat qui est non significatif. Et quand on regarde le détail des études en question, c'est des études qui sont bien faites, c'est contrôlé, c'est en double aveugle. Ils avaient suffisamment de puissance pour mettre en évidence ce qu'ils voulaient montrer comme différence. Donc au final, on a quand même sur ce sujet-là des données qui sont assez contradictoires et qui sont probablement de portable assez faible, raison pour laquelle c'est pas recommandé encore, et qu'il y a des gens qui adoptent la technique un peu de leur côté sur la base des études qu'ils lisent. Ici, notamment, les chirurgiens utilisent pendant les blocs opératoires. On va maintenant parler de la VAC, donc la Vacuum Assisted Closure. C'est un système qui met la plaie en dépression, ce qui permet une cicatrisation plus rapide et moins septique. Et ça a montré un bénéfice sur des modèles animaux. On voit la vascularisation sur le site en diminuant le nombre de bactéries au niveau de la plaie. Et donc, dans cette étude sortie en 2023, qui étudie des patients aux États-Unis, ils ont cherché à regarder la différence dans l'incidence des infections entre une fermeture par vac et des soins locaux classiques. Et ils ont mis un petit plus avec une étude un peu économique de cette technique. Et donc une réduction des infections cytopératoires avec une réduction qui est significative avec un petit p à 0,021. Donc dans les réductions, on s'infecte moins. Par contre, quand on regarde chez les patients infectés, on n'est pas moins repris au bloc opératoire. Là-dessus, c'est non significatif.
Et puis en ce qui concerne la réduction des coûts, c'était fait aux États-Unis avec le système de santé qu'on connaît, mais ça reste une donnée qui est intéressante vu le poids de l'économie de la santé chez nous. Il retrouve une franche diminution des coûts quand on utilise la VAC tout de suite, plutôt que de traiter une infection, qu'elle soit traitée de manière chirurgicale. Et aussi une deuxième étude qui est une méta-analyse sur 8 études avec un essai contrôlé randomisé par plus de 1000 patients qui étudient également l'effet de la VAC sur l'incidence des infections opératoires en chirurgie du rachis. Et pareil, les résultats sont de nouveau significatifs sur la diminution de ces événements, mais ils n'ont pas réussi non plus à montrer de diminution des reprises chirurgicales en cas d'infection. Mais sur ça, c'est peut-être aussi par manque de puissance, parce que finalement, déjà que les infections sont pas si fréquentes, la reprise chirurgicale est encore un peu moins, il manque un petit peu là-dessus. On va maintenant parler de la mupirocine dans sa forme intranasale. C'est un antibiotique local à action antistaphylococcique qui est indiqué pour faire de la décontamination des sites de portage de staphylocoque doré pour prévenir certaines infections associées aux soins, notamment chez les patients dialysés chroniques, et peut-être un jour en prévention des infections de sites opératoires, comme dans cette étude, cette essai contrôlé randomisé qui est paru dans New England en 2010. C'est une étude faite aux Pays-Bas sur 960 patients qui, alors arrivés à l'hôpital pour une intervention de chirurgie programmée, ont eu un dépistage du portage de staphylocoque dans le nez. Si le dépistage était positif, ils étaient inclus soit dans un groupe de mupirocine pendant 5 jours, soit dans un groupe placebo. Et on étudie ensuite le taux d'infection à stade doré en faisant le détail des types d'infections. Et ils ont montré qu'on diminue franchement les infections à staphylocoque doré, et notamment les infections de sites opératoires avec un risque relatif à 0,21 pour ce type d'infection. Là-dessus, il y a beaucoup de données qui existent sur la mupirocine et qui ont poussé certains hôpitaux à utiliser ce type de procédure. Mais c'est des données qui vont un peu dans tous les sens, avec un avis du Haut Conseil de la Santé publique en 2009 qui ne préconisait pas son utilisation en disant que les données à disposition étaient probablement de niveau de preuve un peu trop faible. Et on peut voir, il y a certaines études, il y a une étude de 2020 réalisée par la HEGP et l'hôpital Beaujon, où ils montrent une franche réduction des infections de sites opératoires avec la mupirocine. Mais en réalité, quand on s'intéresse vraiment à leurs données, en fait, il y a beaucoup de méthodes de prévention qui ont été mises en même temps. Ils ont implémenté l'antibioprophylaxie, ils ont changé certaines mesures de décontamination de la peau. Donc finalement, il y a quelques études, en fait, on a du mal à trancher, à vraiment voir l'effet de la mupirocine sur les infections de sites opératoires. Mais en revanche, on a certains pays comme en Suisse, où les hôpitaux universitaires de Genève, en 2018, ont recommandé l'utilisation de mupirocine pour décoloniser le nez des patients qui devaient avoir une chirurgie avec une attaque d'ostéosynthèse. Donc des pratiques qui diffèrent un peu et un peu à la volonté des services et des chirurgiens. On va maintenant parler donc de la technique REN en prévention des infections de sites opératoires, c'est l'antibioprophylaxie. Antibioprophylaxie pour laquelle l'ASFAR a mis des recommandations en 2017 et revue en 2018, en rappelant leur intérêt dans les interventions de classe 1 et 2 d'Altemeyer, donc c'est les interventions propres et propres contaminées, puisque la classe 3 et 4 relève de l'antibiothérapie. Il rappelle également l'importance du timing de cette injection, avec de très nombreuses études qui montrent que si l'antibioprophylaxie n'est pas faite avant l'incision, elle a beaucoup moins d'intérêt. Il rappelle qu'il faut la faire dans l'heure ou les 30 minutes avant l'incision. De plus, il rappelle que l'injection de l'antibioprophylaxie doit se faire en péropératoire quasi uniquement. Il y a de très rares situations où on peut prolonger 24 heures, voire 48 heures sur certaines chirurgies maxillofaciales ou des amputations de membres et des traumatismes oculaires, mais c'est des indications très rares. Et en tout cas, en chirurgie du rachis, il n'y a aucune indication à continuer en sortant du bloc l'antibioprophylaxie. Et puis, il rappelle évidemment que l'antibioprophylaxie doit se faire avec un spectre qui doit être adapté aux micro-organismes les plus fréquemment vus en pratique clinique, en se basant sur les données épidémiologiques, sur l'épidémiologie locale du service ou de l'hôpital, et puis sur l'écologie du patient. En chirurgie rachidienne, l'antibioprophylaxie recommandée, c'est la céphazoline, puisqu'elle va couvrir l'efficacité des grammes plus, notamment les stades qui font la majorité de ces infections, comme on le voit dans ces données de Santé publique France, qui montrent vraiment une très grande part des coccygrams plus dans les infections du rachis.
Cependant, on peut voir, notamment en chirurgie traumatologique, qu'on a quand même beaucoup de grammes moins, jusqu'à presque 30% d'infections avec des bacilles grammes négatifs. Et on peut se poser donc la question de rajouter une molécule pour couvrir le trou dans le spectre de la céphazoline, parce que passer à côté de ce type de molécule, il y a une équipe qui s'était fait cette réflexion et qui avait fait une étude rétrospective pour juger justement de la microbiologie des patients qui s'infectaient en chirurgie du rachis. Ils avaient trouvé également que, alors c'est des patients qui sont aux États-Unis, donc ils ont une écologie un peu particulière, il y avait énormément de bactéries multirésistantes, il y a des ERV, des choses comme ça, mais en tout cas ils retrouvent quand même alors beaucoup de staphylocoques, mais ils retrouvent aussi jusqu'à pareil 30% de bacilles grammes négatives dans leurs infections. Et ils montrent que plus on est distal sur l'intervention du rachis, donc notamment en lombaire et en sacré, on se retrouve à quasiment 40% de bacilles grammes négatifs qui vont pas être suffisamment couverts par la céphazole. En conclusion, je rappellerai que les infections cysto-opératoires, c'est des éléments qui sont rares, mais qui restent quand même très graves, avec des conséquences qui peuvent aller de la prolongation du séjour à l'hôpital à la réintervention chirurgicale, voire au décès. Mais c'est des éléments qui sont évitables, puisqu'on connaît les facteurs de risque, et pour certains, ils sont modifiables. Contrôler un diabète, faire baisser le poids d'un malade, raccourcir le temps de prise en charge une fois arrivé à l'hôpital. On peut jouer là-dessus, et puis on a également de nombreuses mesures préventives qu'il faut savoir combiner, que ce soit l'antibioprophylaxie, la recherche et le traitement d'un portage de staphylocoque, la vancomycine ou la fermeture en plaque. Et le tout également en favorisant la collaboration entre chirurgiens et anesthésistes pour que tout puisse rouler mieux possible. Merci beaucoup.